dents de Patrice Lumumba. C'est tout ce qu'il reste du premier Premier ministre congolais assassiné en 1961. Ex-puissance coloniale, a restitué à la RDC une dent du héros congolais. Une poignée d'heures plus tôt, dans l'intimité, le procureur fédéral de Belgique remet une dent de Patrice Lumumba à sa famille. Le 20 juin 2022, une dent est restituée à la République démocratique du Congo. Cette dent cache une histoire vieille de plus de 100 ans. Car pendant 80 ans, le Congo a été sous l'emprise de l'empire colonial belge. Mais dans les années 60, le Congo obtient son indépendance. À la tête de celle-ci, un homme se démarque plus que les autres, par son ambition d'unifier le Congo et rendre au peuple congolais ce qui appartient aux Congolais. Cet homme, autant apprécié que controversé, que certains qualifient comme héros, quand d'autres le voient comme le diable, se nomme Patrice Lumumba. Et peu de temps après l'indépendance, il se fera sauvagement assassiner, et de sa dépouille, il ne restera qu'une dent. Mais un mystère apparaît dans cette histoire. Qui l'a tué ? Les Américains, les Belges, ou encore peut-être ses propres confrères. Aujourd'hui, dans Point Final, nous allons donc enquêter sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba, c'est le premier ministre congolais. c'est un héros pour nous. Patrice Lumumba fut le premier des premiers ministres. Lumumba, c'est un des premiers hommes politiques congolais. Héros de l'indépendance. Il a fait beaucoup de choses pour notre pays, Qui a lutté pour la conquête de l'indépendance. Il a une vie assez marquante. Beaucoup de considérations sur d'autres grandes révolutions. Il a fait des choses assez incroyables. Pour les Congos. Qui pouvait prendre un essor en quelques années. les Occidentaux et les Américains se battent pour leurs propres intérêts. Les Congos devraient avoir une autre dimension. Grand, riche, etc. C'est quelqu'un qui était vraiment nationaliste, qui aimait son pays. C'est quelqu'un qui a parlé, mais qui s'est exposé, qui a été aussi utilisé. Je pense qu'il a vraiment son importance dans l'histoire du Congo. S'il était en face de moi, j'ai dit quel gâchis pour les Congolais. Peut-être que je ne serais même pas parti. Avant de vous présenter nos différents suspects, un petit contexte historique s'impose afin de mieux comprendre ce cas. Notre histoire commence le 15 novembre 1884, à la conférence de Berlin. C'est ici que le sort du continent africain sera scellé pour les 100 prochaines années. Les grandes puissances européennes comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore les États-Unis vont se partager entre elles l'Afrique. C'est ainsi que le roi belge, un certain Léopold II, se voit attribuer le Congo, qui devient alors l'État indépendant du Congo. 1885, nous sommes dans l'État indépendant du Congo. Et d'indépendant, il n'en porte que le nom. Dans les faits, le Congo est la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, qui détient le monopole sur l'exploitation de ses richesses, le caoutchouc et l'ivoire, avec un système de travail forcé et une armée d'une brutalité inouïe. Massacres de masse, torture, amputation systématique quand les quotas de caoutchouc ne sont pas atteints. Le Congo devient le pays des mains coupées. Le massacre est tel que le roi, contraint par une pression internationale, se voit retirer le contrôle du Congo. Le pays passe alors de propriété du roi à colonie belge et devient le Congo belge. Mais les choses ne vont pas s'améliorer pour le peuple congolais, bien au contraire. Il passera d'un peuple martyrisé à un peuple infantilisé. Et comme partout dans l'Afrique, le racisme paternaliste est omniprésent. On se doit d'éduquer la race inférieure. La Belgique, elle, puise toujours autant dans les grandes réserves de matières premières du Congo. Aujourd'hui, si la Belgique est le seul pays européen où les autoroutes sont éclairées, eh bien, c'est grâce au Congo. Mais revenons à nos moutons. C'est dans ce Congo humilié que les Congolais et Patrice Lumumba obtiendront malgré tout leur indépendance, le 30 juin 1960. Indépendance, tcha tcha, aux oubliés. Otipoisa, tcha tcha, Toubakidi. Et un nouveau gouvernement sera mis en place, avec à sa tête Lumumba comme Premier ministre et Joseph Kasavubu comme président. Mais ce nouveau gouvernement ne plaira pas à tout le monde, comme à nos premiers suspects, qui sont pourtant eux-mêmes congolais. Au lendemain de l'indépendance, il y a deux provinces qui sont contre le gouvernement Lumumba. La première étant le Katanga, qui, dirigé par Moïse Tshombe, déclare l'indépendance de la province du Katanga le 11 juillet 1960, même pas un mois après celle du Congo.
Vu que nous n'avons pas la confiance au gouvernement qui vient d'être constitué à Léopoldville et présidé par M. Lumumba, nous avons pris comme décision de déclarer l'indépendance du Katanga. Cette province est le coffre-fort du Congo, car la plupart des matières premières comme le cobalt, l'étain, le cuivre ou encore l'uranium, qui pour rappel est utilisé dans les centrales nucléaires, proviennent du Katanga. Une balle dans le pied pour Lumumba, qui rêvait d'une nation unifiée. La deuxième province qui fait sécession, c'est le Sud Kasaï, un mois après celle du Katanga, le 9 août 1960, et à sa tête, un certain Albert Kalonji, un ennemi politique de Lumumba et totalement opposé au gouvernement lumumbiste. Le Sud Kasaï est aussi une province très riche, puisqu'elle possède la plus grande mine de diamants du monde. Pour stopper la sécession de Kalonji, Lumumba envoie l'ANC, l'armée nationale congolaise. Et malheureusement, nombreux massacres seront commis sur les Baluba, une ethnie vivant au Kasaï. Certains parleront même de génocide. Beaucoup plus sanglante, celle du Sud Kasaï, où il enverra des troupes au mois d'août qui vont carrément faire un génocide, soyons clairs. Ces imprévus coûteront cher au Premier ministre, et un mois après la sécession du Sud Kasaï, le 5 septembre, le président Kasavubu démet Lumumba de ses fonctions, sous prétexte qu'il a plongé le Congo dans une guerre civile et le remplace par Joseph Ileo. 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Mais la Chambre des députés et le Sénat le rétablissent ses fonctions. Et Lumumba démet lui aussi Kasavubu de ses fonctions. Alors, pendant plusieurs jours, règne une incertitude politique. Et l'ancien secrétaire d'État, devenu alors chef d'état-major de l'armée, celui qu'on le nomme Joseph Désiré Mobutu, et qui devait aussi son ascension à Lumumba, profite de ce désordre politique pour faire son premier coup d'État, le 14 septembre 1960, et met en place un nouveau gouvernement, le Collège des commissaires généraux. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Mais Lumumba ne baisse pas les bras et continue d'attiser la foule avec ses grands discours. Alors Mobutu décide de retenir l'ancien ministre à domicile. Il le fait donc prisonnier. Mais Lumumba, lui, choisit de s'enfuir à Stanleyville, actuel Kisangani, là où il a encore beaucoup de partisans. Mais malheureusement, il n'y arrivera jamais et il se fera prendre sur la rive de la Sankuru. Il sera envoyé par avion à Elisabethville, capitale du Katanga, avec deux amis proches de lui, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Lumumba, Mpolo et Okito sont embarqués manu militari dans un avion à destination d'Elisabethville. Leurs gardiens Baluba se déchaînent contre eux tout au long du trajet. Ils seront dans un très mauvais état quand ils arriveront. Enfin, ça a été lamentable à tout point de vue, au point que le commandant de l'avion est entré, je crois, à un moment donné dans la carlingue et a dit, écoutez, il faut arrêter de maltraiter les prisonniers parce que les coups que vous donnez déstabilisent mon avion. Et une fois arrivés sur place, ils sont de nouveau battus, puis ils sont finalement fusillés le 17 janvier 1961. Par des tireurs congolais et sur place, il y avait le président Tshombe et ses ministres. Voilà comment serait mort Lumumba, tué par ses propres frères. Mais dans les faits, les vrais coupables ne sont ni les Katangais, ni les Baluba ou encore Mobutu. Car sans une aide extérieure, il n'aurait rien pu faire. Lumumba le disait lui-même. Si je meurs demain, c'est parce qu'un blanc aura armé un noir. L'histoire entre Lumumba et les États-Unis commence le 12 juillet 1960, quelques jours après la sécession du Katanga. Les autorités congolaises ont envoyé un télégramme à l'ONU dans lequel ils demandent une aide militaire d'urgence. De cette demande naîtra l'opération ONUC, Organisation des États-Unis au Congo. Puis Bruxelles est appelée à retirer ses hommes. Les troupes de l'ONU sont alors présentes dans tout le pays, sauf au Katanga. Mais le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, passe un accord avec Tshombe, qui accepte la présence des hommes au casque bleu, à condition
qu'il protège le Katanga des insurrections pro-Lumumba. Seul petit hic, Lumumba affirme qu'Hammarskjöld a agi sans le consulter et que cet accord lui met des bâtons dans les roues pour unifier le pays. Alors les relations entre Lumumba et l'ONU se dégradent. Et n'ayant plus de soutien de l'ONU, Lumumba va se tourner vers l'URSS pour stopper la sécession du Katanga, ce qui mettra définitivement fin à sa collaboration avec l'ONU. L'Ouest se dit choqué par l'aide soviétique. Les États-Unis déplorent l'action unilatérale de l'Union soviétique qui a envoyé des avions et du matériel militaire au Congo, aggravant une situation sérieuse dans laquelle des Africains tuent d'autres Africains. Le Premier ministre congolais sera même accusé d'être un communiste. Et alors les États-Unis mettent leur nez dans les affaires congolaises. Les Américains constatent que l'ambition et le nationalisme de Patrice Lumumba est dangereux pour leurs affaires, car ils ne peuvent pas le contrôler. Allen Dulles, à cette époque le patron de la CIA, dira même « Si Lumumba reste au pouvoir, dans le meilleur des cas, la situation débouchera sur le chaos, et dans le pire des cas, sur une prise de pouvoir communiste au Congo. » Les USA voulaient d'abord juste éliminer politiquement Lumumba, l'empêcher de prendre le pouvoir, quoi qu'il en coûte. Mais ça ne suffit plus. La CIA met alors en place le plan Barracuda. La substance pour éliminer Lumumba était de la pâte dentifrice empoisonnée qui provoquerait une maladie, une sorte de polio ou quelque chose comme ça. On a démenti que le président Eisenhower ait donné de telles instructions. Je ne sais pas s'il les a données ou non. Mais ce plan tombera à l'eau quand Mobutu fait son coup d'État le 14 septembre, évidemment fortement soutenu par les USA. Belges et Américains font pression sur le président Kasavubu pour qu'il démette son Premier ministre. Et lorsque Lumumba est enfermé chez lui, il y a deux corps armés qui le surveillent, l'ANC et l'ONU. L'ONU qui le protège aussi de ceux qui veulent le tuer. Mais Lumumba reste un homme dangereux car il a la foule avec lui. Alors l'ONU lui fait savoir qu'il aura leur protection tant qu'il reste politiquement inactif. Quand Lumumba est capturé après sa fuite et qu'il est tué, l'ONU ne fera rien pour l'aider. Ils fermeront les yeux sur tout ce qui se passera la nuit du 17 janvier 1961. La mort du Congolais arrange bien les Américains, qui n'aimaient pas cet homme, aux idées un peu trop nationalistes à leur goût. Dans cette histoire, ils ont d'abord permis à Tshombe de continuer sa lutte anti-Lumumba, incité Kasavubu à démettre le Premier ministre de ses fonctions, et surtout, ils n'ont apporté aucun soutien à celui-ci. Alors oui, les Américains ont permis l'assassinat de Lumumba, mais ce n'est pas eux qui l'ont tué. Parce que le plan Barracuda a été annulé, et parce que dans les faits, ils n'ont pas eu besoin de le tuer. Car une nation tout entière a déjà prévu de le faire. Cette nation, qui tire les ficelles depuis les débuts, ne veut qu'une chose, l'élimination totale de Patrice Lumumba. Cette nation est évidemment notre ultime suspect. Mais avant, faisons une pause dans notre enquête pour faire un petit retour en arrière et pour vous expliquer qui est Patrice Lumumba et comment s'est passée l'indépendance. Patrice Emery Lumumba, de son nom d'enfance Elias Okita Sombo, vient du district de Sankuru, qui se situe ici, dans la province du Kasaï. Il fait partie d'une ethnie que l'on nomme Tetela. Très jeune, il est inscrit dans une école catholique, qui d'après son père est la clé de la réussite. Mais il a du mal avec l'église, et il sera donc expulsé de son école pour un manque d'intérêt pour l'enseignement religieux. Après, il s'inscrit lui-même dans une école missionnaire catholique de Tshombe Sainte-Marie, mais il en sera aussi exclu. À ses 18 ans, il décide d'aller en ville, et c'est là que sa vie prendra un autre essor. Il travaille d'abord quelques mois à Kalima, pour une société minière, puis s'en va à Stanleyville. Nous sommes alors en 1944. Patrice Lumumba a 19 ans, et il travaille dans une poste. Lui qui avait renoncé aux études développe soudain une envie d'étudier. C'était un dévoreur de livres, il avait un appétit de lecture, de culture immense. D'après ses biographes, il lisait des nuits entières, il ne voyait pas sa famille parce qu'il devait étudier. Et donc il était atypique parce qu'il voulait monter dans l'échelle sociale, il voulait comprendre, il voulait apprendre. Et sans trop de problèmes, il obtient divers diplômes et gagne une promotion qui lui permet d'avoir un plus grand salaire. À titre anecdotique, un bon salaire pour un Congolais restait quand même 2 fois inférieur à celui des colons faisant le même job. Lumumba a un bon travail, il écrit dans les journaux locaux et il est beaucoup lu. Il obtient même le titre d'évolué.
un évolué, est un noir qui aurait complètement assimilé la culture du colon et qui se comporterait comme lui. En théorie, il aurait les mêmes droits, mais comme toujours, entre la théorie et la pratique, la route est longue. Bref, en 1951, Lumumba se marie avec Pauline Opengo, avec qui il aura 4 enfants. Un bon travail, une famille et un statut. Que demander de plus, me diriez-vous? Lumumba aurait pu se satisfaire de cette vie, mais au fond de lui, il lui manquait quelque chose. Quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. La liberté. Qui, pour Lumumba et pour nombreux Congolais, a le goût d'indépendance. Dans les années 50, le monde africain est en plein changement. La France commence à perdre ses colonies et sa défaite en Indochine fait grand bruit. Le peuple algérien s'est aussi soulevé contre l'occupation française et le Ghana vient de trouver son indépendance. C'est dans cette ambiance qu'en janvier 1950, il y a une insurrection populaire à Léopoldville à la suite de l'interdiction des Belges pour une réunion du parti politique de Kasavubu. 4 janvier 1959, émeute à Léopoldville, c'est la fin d'un rêve et d'un mythe. Les Belges perdent le contrôle. À Bruxelles, ces événements mettent fin au rêve belge d'une colonie modèle et harmonieuse. Les députés se rassemblent et le 13 janvier, le roi Baudouin fait une allocution où il affirme une indépendance pour le Congo, mais une indépendance sans précipitation. Car la majorité des fonctionnaires belges pensent que les Congolais sont incapables de gérer eux-mêmes le pays. Pendant ce temps, Lumumba revient d'un voyage à Accra, où il avait participé à la conférence panafricaine. Devant des grosses têtes de la lutte anticolonialiste comme Frantz Fanon ou encore Nelson Mandela, il déclare ces mots. Malgré les frontières qui nous séparent, nous avons la même conscience, les mêmes soucis de faire de ce continent africain un continent libre, heureux, dégagé de toute domination colonialiste. De retour au pays, il n'hésite pas à prendre parole devant les foules congolaises. Lumumba prononce 2 discours qui enflamment littéralement la foule. Une émeute éclate le lendemain, la force publique doit intervenir. Conclusion, de nombreux morts chez les Congolais et Lumumba est envoyé en prison. Alors qu'on le pensait hors d'état de nuire, Lumumba va profiter de son temps pour encore plus se cultiver et organiser son parti politique, le MNCL, Mouvement National Lumumba, qui gagne de plus en plus en puissance. Pendant son enfermement, le ministre des colonies belges et des différents partis politiques congolais se mettent d'accord pour une table ronde en vue de l'indépendance du Congo. Bruxelles, Palais des Congrès, séance inaugurale de la table ronde belgo-congolaise. Objectif de la conférence, définir entre Congolais et Belges les moyens d'organiser pratiquement l'exercice de l'indépendance congolaise en fonction des principes démocratiques, des aspirations africaines, des intérêts généraux du Congo et des futurs rapports Belgique-Congo. Patrice sera libéré 4 jours après son procès pour participer à la table ronde. Tout le monde le sait. Ami comme ennemi, Lumumba est trop populaire pour ne pas participer à cette réunion. Quand la délégation congolaise arrive, elle est accueillie par un jeune journaliste, membre du parti politique de Lumumba. Ce journaliste, c'est Mobutu. Et il a toute la confiance de Lumumba. Après la conférence, qui finit le 21 février 1960, la date ultime est fixée, le 30 juin 1960, dans moins d'une année. Pour les Congolais, c'est la fête. Et Lumumba rentre chez lui en héros. En mai 1960, le MNC Lumumba remporte les élections. Il forme alors un gouvernement pour unifier tout le Congo et s'allie avec l'Abako, le parti politique de Kasavubu. Il lui promet même de faire voter ses élus pour lui afin qu'il devienne le président. Tout se met gentiment en place en vue de la date fatidique. Mais le 30 juin 1960, date qui deviendra plus tard aussi la fête nationale du Congo, Lumumba, lui, signera définitivement son arrêt de mort. Le 30 juin 1960, tout le monde a les yeux rivés sur Léopoldville. Devant la presse internationale et tout le Congo, le roi Baudouin Ier prend la parole. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Son discours est principalement un hommage à l'œuvre bienfaitrice de la Belgique au Congo.
Puis, c'est au tour du président Kasavubu de prendre la parole. Dans son discours, il se montrera bienveillant envers les Belges. Elle a su, fait sans précédent dans l'histoire d'une colonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays à la domination étrangère, à l'indépendance, dans la pleine souveraineté nationale. Dans le protocole, le programme s'arrête ici. Mais à la fin du discours de Kasavubu, une personne se lève et sans aucune autorisation va prononcer son discours. Sans surprise, cette personne, c'est évidemment Patrice Lumumba, qui devant tout le Congo et surtout le roi belge, va prononcer à voix haute ce que tout le monde pense. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. La Belgique tout entière est humiliée par un homme décrit par la presse belge comme un voleur, illettré, et un nègre hissé au sommet. Le roi se sent tellement humilié qu'il rentre directement en Belgique, sans assister aux festivités. À Bruxelles, Lumumba, qui avait déjà piètre réputation, devient alors l'ennemi numéro 1. Et surtout, les autorités belges se rendent compte qu'avec Patrice Lumumba au pouvoir, ils peuvent tirer un trait sur le projet néocolonial qui était de garder un contrôle, principalement économique, sur le pays. C'est l'indépendance, mais le jeune gouvernement congolais fait déjà face à des complications, comme avec le pouvoir ecclésiastique, fortement soutenu par les Belges, qui sont contre un État laïque. La Belgique ne facilite pas la tâche à Lumumba, car les postes haut placés sont encore tenus par des Belges. L'indépendance n'était pas la même pour tous. Il y avait les ministres et leurs belles voitures héritées des Blancs. Il y avait le petit peuple qui ne gagnait pas plus qu'avant l'indépendance. Certains même ne reconnaissent pas l'indépendance. C'est le cas du général Jensens, qui devant ses soldats écrira sa fameuse phrase sur un tableau noir. Après l'indépendance égale avant l'indépendance. Mais pour les forces publiques de Léopoldville, c'est la goutte de trop. Il y a alors des mutineries et conclusion, l'armée belge intervient pour protéger les Belges qui tentent de s'enfuir. Le général Jensens est remplacé par Mobutu. Malheureusement, il y a des massacres dans les deux camps. Le blanc tue le noir et le noir tue le blanc. La nouvelle nation africaine est déjà au bord du gouffre à cause d'une indépendance mal préparée. Mais la Belgique remet ça sur le dos de Lumumba. La rébellion, c'est contre le gouvernement et contre Lumumba. Oui, mais c'est aussi parce que les Belges n'ont rien préparé. Mais ça c'est antérieur. Vous me parlez des jours de juillet, c'est vrai. Quelques jours plus tard, comme expliqué avant, c'est le Katanga qui fait sécession. Cependant, cette sécession n'aurait jamais pu avoir lieu sans une aide financière. Cette aide vient évidemment des Belges, plus précisément de l'Union minière du Haut-Katanga,
qui est une société coloniale des plus importantes et qui est une sorte de gouvernement provincial pour le Katanga. Moïse Tshombe, lui, n'est qu'une marionnette que les Belges utilisent à leur fin. Lorsque Kasa-Vubu destitue Lumumba, il était soutenu par le premier ministre belge et le ministre des Affaires étrangères de Baudouin Ier. Puis vient le coup d'État de Mobutu. Enfermé chez lui, Lumumba n'a plus de pouvoir politique. Mais pour les Belges, Lumumba est responsable de la crise au Congo. Et pour eux, il n'est plus question de l'éloigner du pouvoir. Le 5 octobre 60, un téléx est envoyé de Bruxelles à Elisabethville. C'est un message codé. Bien des années plus tard, il retiendra l'attention des experts de la commission d'enquête Lumumba. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba, signé Apremont Linden. Et quand celui-ci se retrouve d'abord emprisonné dans un camp à Tisville, Harold d'Aspremont envoie un télégramme dans lequel il demande un transfert de Lumumba. Car à Tisville, il y a beaucoup de partisans lumumbistes qui sont prêts à aller les libérer. Ils vont envoyer Lumumba à Elisabethville en sachant très bien que là-bas, Lumumba risque de ne pas faire long feu. Durant les derniers instants de Lumumba, Mpolo et Okito, le trio sera constamment surveillé par des officiers et des policiers belges. Le capitaine Julien Gatt de la police militaire d'Elisabethville et le commissaire Franz Feucheyer ont dirigé les opérations, le transfert et le peloton d'exécution. Le trio est donc fusillé, mais l'histoire n'est pas finie. Car même mort, ils restent dangereux. Leur dépôt pourrait devenir un lieu de pèlerinage et ranimer des envies nationalistes. Pendant longtemps, les Belges vont tenter de faire passer ce meurtre comme une affaire d'ethnie réglée entre elles. Mais en 2002, suite à un communiqué de l'agence France Presse, nous apprenons que les corps ont d'abord été déterrés, coupés, puis jetés dans l'acide. Par Gérard Seut, un Belge aidé de son frère. Du cadavre de Lumumba, il ne restera qu'une dent qui sera rapportée en Belgique par le tortionnaire, tel un trophée. On a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés, on avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été... Oui. Dans cette affaire, un homme est mort, tué, pour s'être soulevé contre l'autorité. Et parce que pour la première fois de l'histoire coloniale belge, l'élève a effrayé le maître. Dans cette histoire, la Belgique s'est rendue coupable de plusieurs faits. Coupable de toutes les violences et injustices commises durant l'ère coloniale. Coupable de ne pas avoir préparé le terrain à l'indépendance et des massacres qui en ont découlé. Et coupable d'avoir soutenu les sécessions qui empêchaient l'unification du pays. Mais surtout, la Belgique est coupable d'avoir tué Patrice Emery Lumumba. Lumumba losakifula ikopa mikaolo losakifula cheka kaya sali lolo wa Congo. Kanga kinga bandeko Bapekisa kinga bandeko kombo ya Lumumba nalobate Mobutu andimi